Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, comme on vous l'a dit, l'actualité elle est plus cinématographique que astronomique, même si je vais montrer quand même des choses assez récentes. Hein. Toutes les images de meilleure qualité que je vais montrer, c'est des images qui ont en général une dizaine d'années ou plus. Donc on est parti de l'idée du film Dune. Alors j'ai pas vu le deuxième, j'ai même pas lu les livres, donc je suis pas un spécialiste de la mythologie de Dune. Mais je vais vous parler des vraies dunes sur les vraies planètes qu'on connaît. Alors je cite juste Wikipédia. Frank Herbert, il n'a même pas trouvé son inspiration dans le désert. Apparemment, il a trouvé son inspiration. Il était censé écrire un article, et je crois qu'il ne l'a jamais écrit, sur la revégétalisation des dunes côtières dans l'Oregon. Et c'est là qu'il a pris l'idée de faire un cycle de romans qu'il a sorti donc sur 20 ans, entre 65 et 85. Et donc les films, eux, ils ont été tournés dans des environnements un peu plus désertiques. Et les films, les derniers, les deux qui sont sortis, ont été tournés pour la partie la plus sableuse, là où il y a vraiment des dunes, dans peut-être le plus grand champ de dunes continu sur Terre. C'est plus grand que la France. Ça s'appelle, je ne sais pas si je prononce bien, le Rub el Khali. C'est tout le sud de l'Arabie Saoudite et un petit morceau sur les Émirats Arabes Unis, avec vraiment des dunes spectaculaires comme ça. Alors, il écrit le premier roman en 65. En 65, on n'a toujours pas l'idée qu'il y a éventuellement des dunes sur d'autres planètes. Mais en fait, ça arrive assez vite, seulement quelques années plus tard. Donc, en 72, je crois qu'il a sorti 2 livres à ce moment-là, Herbert, du cycle. La sonde Mariner 9 se met en orbite autour de Mars. Et tout de suite, on voit qu'il y a des choses qui ressemblent étonnamment à un champ de dunes qu'on aurait pris en photo sur Terre. Donc, dès le début des années 70, on sait qu'il y a probablement déjà du sable et que ce sable se met sous la forme de champs de dunes à la surface de Mars. Donc, la NASA commence à s'intéresser au problème et en particulier commence à se dire que si un jour on veut poser des rovers à la surface de Mars, il va falloir faire attention. Et on ne veut pas qu'ils s'ensablent dans des champs de dunes. Et donc, ils vont organiser une première grande conférence sur les processus éoliens, donc de sable transporté par le vent, sur les autres planètes. On est en 78 et ils invitent comme invité principal pour inaugurer leur conférence, ils invitent un Anglais qui a 80 ans, quelque chose comme ça, à cette date-là, qui s'appelle Ralph Bagnold. Et je vais faire juste un petit aparté sur ce monsieur parce qu'il a une biographie assez incroyable. Il est militaire de carrière, il est militaire de famille. À 18 ans, il était dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, il a été décoré. L'armée lui a payé des études d'ingénieur. Et puis après, il a été affecté avec l'armée coloniale britannique, d'abord en Égypte et ensuite au Pakistan. Et comme manifestement, il avait un peu de temps libre, il a fait des tas d'explorations autour des déserts égyptiens, libyens, soudanais, et puis dans les déserts en Inde et au Pakistan. Et c'est la première fois qu'on fait des explorations comme ça avec des véhicules motorisés. C'est l'époque où on commence à essayer d'explorer le désert avec des voitures. C'est aussi l'époque où on essaye de trouver des solutions pour quand on se retrouve ensablé avec une voiture de l'époque. Ça doit être une Ford T, j'imagine. Et donc, il essaye de faire un petit peu de science à côté de juste l'exploration qui est au départ à but militaire. Il prend sa retraite en 1935, sa retraite de l'armée, et là, il se met vraiment à faire que de la physique. Il fait des premières expériences dans des souffleries, il va faire des mesures sur le terrain de la vitesse des grains de sable, etc. Arrive la Seconde Guerre mondiale, du coup, il se engage dans l'armée, et comme il est spécialiste, qui connaît extrêmement bien tous les déserts d'Égypte et de Libye, il va créer un petit régiment qui s'appelle le Long Range Desert Group, qui va être des petits groupes de soldats qui vont aller essayer de passer derrière les lignes italiennes pour aller les harceler, sachant qu'eux connaissent mieux le terrain, ils savent mieux se déplacer, ils sont plus rapides. Et donc, il va faire ça pendant quelques années, pendant toute la campagne d'Afrique du Nord. Il termine la Deuxième Guerre mondiale, il est général, il est décoré de l'ordre de l'Empire britannique, et il se retrouve même élu membre de la Royal Society, alors qu'il était un peu amateur comme scientifique, hein, il a fait ça sur son temps libre. Il a dit qu'il était beaucoup plus fier d'être membre de la Royal Society que d'être général.
Et finalement, il republie son livre dans les années 50, qui est le premier livre qui parle de la physique de comment le vent transporte le sable et comment le vent va fabriquer des dunes. Pour les physiciens, dans les années 50, c'est pas le thème qui est le plus à la mode, hein, c'est clair, ils sont tous occupés à faire de la physique nucléaire. Mais voilà, en 78, on se rend compte que si on veut aller sur Mars et poser des rovers, il va falloir voir ce que Bagnall avait découvert. Alors, fin de l'aparté. Il est mort en 90, je crois que c'était ça la date. Donc il n'a pas vu les images qu'on a obtenues plus tard avec une résolution bien meilleure. Donc ça, c'est l'image de Mariner 9. En 99, on a envoyé la sonde Mars Global Surveyor qui a fait des vues comme ça. Et si on regarde le petit carré, là, voilà, là on voit une dune toute seule avec une résolution qui, suivant les endroits, mais on peut descendre à 1 mètre, ça commence à être pas mal. On voit même des coulées de sable ici, là, donc on commence à voir vraiment ce qui se passe. Et puis ensuite, en 2007, ici, on a fait des images, on ne la voit même pas, mais le pixel va être tellement petit là qu'on peut regarder. Donc, autre structure, puis si on regarde, on voit des structures encore plus petites, et là encore plus petites. Là, on a des pixels qui peuvent descendre à 20 cm. Et donc, on commence maintenant à avoir des images des dunes martiennes qui sont presque de meilleure qualité que les images des dunes terrestres. Et en plus, on peut aller sur place. On n'a même pas attendu les derniers rovers. En fait, dès 1976, la sonde Viking 1, elle s'est posée. Alors après, elle ne bougeait pas. Elle est restée sur place. Elle s'est posée dans un environnement un peu rocailleux comme ça. Mais on avait quand même déjà vu des petites structures ici, là, qui sont des petits amoncellements de sable. Alors, ce n'est pas un grand champ de dunes encore. Mais on avait commencé à supposer que peut-être il y avait des endroits avec des vraies dunes. Pendant les premiers essais, les premiers rovers martiens, je reparlerai après de Spirit et Opportunity, on a essayé d'éviter les champs de dunes, justement. On a essayé de les cartographier et de ne pas envoyer le rover dedans pour éviter qu'ils s'ensable. Avec Curiosity, on s'est aventuré un petit peu plus dans un champ. Alors, on l'a baptisé le Bagnall Dune Field, c'est le premier qu'on a été voir de près. C'est pas vraiment des dunes, elles sont un petit peu petites, ça fait pas une très grosse... une très grande hauteur, mais Curiosity est allé dedans et donc s'est rapproché vraiment très près, voire même très très près. Vous voyez qu'on voit tous les détails, on voit les petites rides à la surface des dunes, on voit des tout petits écoulements de grains par-ci par-là, et donc on peut étudier tout ce qui se passe. Là, on voit un morceau de sable qui est en train on dirait un petit glissement de terrain, là, qui est en train de s'effondrer tout doucement. Donc maintenant, on a une résolution incroyable avec les images des rovers et puis avec les images en orbite. On peut même aller jusqu'à regarder les grains de sable pendant très longtemps. Et il y a eu, dans les années 2005-2010, il y a eu des grandes bagarres entre différents groupes de recherche parce qu'on ne comprenait pas forcément comment marchaient les dunes martiennes. Et en particulier, il y avait une grosse inconnue, c'était quelle était la taille des grains de sable. Depuis l'orbite, c'est très difficile de trouver quelle est la taille des grains de sable. Il y a des méthodes, mais ce n'est pas très précis. Maintenant, on peut les regarder directement. Donc Curiosity a regardé à plein d'endroits, a fait des photos et on a mesuré à la main ou en automatisant ça, on a regardé et les grains de sable sont finalement assez similaires aux grains de sable qu'on a sur Terre, donc ils font en gros 200 microns, 300 microns, c'est comme du sable de Fontainebleau si on veut, du sable assez fin. C'est pas très différent des grains de sable qu'on a sur Terre. C'est pas de la poudre extrêmement fine, c'est pas non plus des grains très grossiers. On aurait la même chose en gros en taille si on regardait les dunes que je vous ai montrées aux Émirats Arabes Unis. Alors on a quand même eu des petits soucis avec les rovers quand ils se sont aventurés dans les dunes. Alors ils étaient beaucoup plus petits, Spirit et Opportunity étaient beaucoup plus petits que les deux qui y sont maintenant, Curiosity et Perseverance. Mais Opportunity, on l'a quand même envoyé dans cet énorme champ de tout ce qu'on voit là, c'est des petites dunes, hein, tous ces petits traits là, et donc il est ici le rover. Alors, on peut essayer de circuler sur la partie plus claire, qui est plutôt rocheuse. Si on regarde, voilà, vu depuis Opportunity, voilà ce qu'il voit, hein, donc les petites dunes, c'est ça là, tous ces petits croissants. Et donc on peut quand même se déplacer un peu sur la partie rocailleuse. Mais on a quand même eu des soucis. Alors, il est arrivé en 2004, Opportunity, je crois, fin 2004. Et assez vite, il s'est retrouvé coincé dans le sable. Là, il avait une roue qui était complètement coincée. Et ils ont mis 6 semaines à le dégager. Ça a été très compliqué. Il a fallu bouger les roues une par une de 1 mm par 1 mm. Ils ont fait
Ils ont essayé de reproduire la situation dans laquelle était le rover en laboratoire pour essayer de trouver la bonne stratégie pour réussir à le faire sortir du sable. Et ils ont réussi. Et donc, il a pu durer, je crois que c'est 2019, la fin d'Opportunity. Il est resté très longtemps, au final. Par contre, son jumeau, qui était parti en même temps, Spirit, lui, il s'est retrouvé coincé. Il n'était même pas dans des dunes. Là, c'était effectivement un champ de petites dunes. Spirit, il n'était même pas dans des dunes, mais il s'est retrouvé coincé dans une sorte de piège de sable. Il y avait une sorte de croûte assez dure, et puis il s'est enfoncé dans une poudre en dessous qui était beaucoup plus fine. Et ils n'ont jamais réussi à le dégager. Donc, en 2009, il a arrêté de travailler. Donc il y a quand même eu des soucis d'ensablement avec les premiers petits rovers. Alors qu'il y a des rovers qui n'ont aucun problème d'ensablement. Sur Tatooine, là on voit très bien, il se promène sur une très grosse dune et lui n'a aucun problème pour continuer à avancer. Alors, on va regarder un peu toutes les dunes sur Mars maintenant. À la toute fin, je parlerai un petit peu d'autres corps planétaires, mais je vais surtout parler de Mars, c'est là qu'on a le plus d'images. Donc, on a pu cartographier avec tous les orbiteurs qu'on a autour de Mars. Qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde, donc ça, c'est les moyennes latitudes, la carte de Mars, on voit d'abord que les champs de dunes, c'est les points rouges, là, ils sont dans les cratères. Évidemment, si on balaye toute la surface de Mars avec du vent, le sable, il va tomber au fond des trous, dans les cratères, et il y reste a priori. Donc il y a beaucoup de dunes dans les cratères, mais il n'y en a pas beaucoup finalement sur toute la partie des moyennes latitudes, alors que si on regarde vue du pôle Nord et vue du pôle Sud, là il y en a nettement plus. Autour du pôle Sud, elles sont toutes dans des cratères, donc des grands ou des petits cratères au fond, on va trouver du sable, et ce sable va s'arranger sous forme de dunes. Et autour du pôle Nord, c'est différent. Autour du pôle Nord, on a une énorme zone là, à peu près, qui fait presque tout le tour de la calotte polaire, qui s'appelle le grand ergue du pôle Nord. Pour ceux qui ne font pas de mots croisés, un ergue, c'est une mer de sable avec que des dunes partout. Et donc voilà un exemple, là ça fait quasiment une centaine de kilomètres de large. Tout ce qu'on voit là, tous les petits traits, je vais zoomer après, c'est des dunes. Donc ça c'est l'équivalent du quart vide en Arabie Saoudite. Ça fait des centaines de kilomètres dans toutes les directions. On peut suivre une crête. Tout ça, c'est du sable et des dunes. On zoome. Voilà ce que ça donne vu de près. Alors, on peut déjà dire quelle est la direction du vent. Là, le vent va de la gauche vers la droite, grosso modo. On a des pentes douces ici. Et puis ensuite, on voit même des petites avalanches là, un peu plus sombres, qui sont les faces protégées du vent de ces dunes, avec des formes un peu... on a l'impression ça fait des crêtes comme ça, parallèles les unes aux autres, et puis après, c'est découpé un peu dans l'autre sens, fait comme des petites écailles. Donc, c'est des structures qu'on va essayer de comprendre. Et le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de comparer avec ce qu'on connaît des dunes qui sont sur Terre. On va regarder les dunes dans les déserts terrestres. Alors, on peut classer les dunes dans les déserts terrestres. Il y a une classification. Les dunes qui sont simples, évidemment, on peut toujours en trouver qui n'ont aucune géométrie facile à identifier. Et celles qui sont faciles à identifier, on fait un petit graphique, on regarde la quantité de sable qui est disponible et on regarde comment est le vent. Est-ce que le vent change tout le temps de direction? Est-ce que le vent a deux directions majeures, une pendant la saison sèche, une pendant la saison humide par exemple? Ou est-ce que le vent est toujours dans la même direction? Alors quand on dit le vent, c'est le vent quand ça souffle suffisamment fort pour faire bouger les grains de sable. Les vents très faibles, ils ne nous intéressent pas. Alors quand on a beaucoup de sable, voire énormément de sable, et que le vent change tout le temps de direction, on fait des énormes dunes, ça s'appelle des dunes étoiles comme ça, qui sont vraiment des montagnes de sable, ça peut faire 100 mètres de haut, ça. Et ben, en gros, il y a un bras comme ça fait des étoiles avec des bras, chaque bras c'est, si on veut, une direction de vent. Quand on a beaucoup de sable et que le vent change périodiquement de direction, on va commencer à faire une dune dans un sens, puis après on va souffler dans une autre direction. Il faut que les deux directions soient assez proches l'une de l'autre. Et finalement, le sable va s'aligner dans la moyenne des deux vents. Et ça fait des grandes crêtes. Vous en avez dans le désert du Namib, en Namibie, on peut suivre les crêtes sur des centaines de kilomètres. Il y a la même chose dans les déserts de l'ouest chinois. On peut suivre les crêtes sur des dizaines, des centaines de kilomètres. Ça continue comme ça. Ensuite, si le vent va toujours dans la même direction, on a des dunes. Donc celle-là donne la direction moyenne du vent.
Si le vent est toujours dans la même direction, on a des dunes qui sont aussi un peu en ligne droite, sauf que cette fois-ci, elles sont perpendiculaires à la direction du vent. Ça, c'est quand il y a beaucoup de sable. Et puis, s'il y a un peu moins de sable, ce qu'on voit, c'est que les crêtes de ces dunes commencent à prendre des formes un petit peu de croissant, comme ça, là. Donc, on appelle ça des barcanoïdes, un peu barbare comme terme. Et finalement, s'il y a vraiment plus beaucoup de sable, on retrouve des barcanes. Alors, on connaît le nom à cause de l'opération militaire, mais au départ, c'est le nom d'une dune. C'est des petites dunes en forme de croissant, comme ça, avec les cornes qui donnent la direction du vent. Donc le vent souffle de la gauche vers la droite ici, et il déforme les dunes en forme de petits croissants comme ça. On va les regarder en plus gros plan après. Donc on va voir si sur Mars, on retrouve un peu le même genre de structure. Et si on trouve telle structure, ça nous dit comment est le vent à cet endroit-là, et est-ce qu'il y a beaucoup de sable ou pas. Alors, voilà des dunes linéaires, voilà, les dunes du Namib. Vous voyez que c'est très grand, hein, l'échelle, là, c'est 20 km. Et elles sont assez longues comme ça. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une rivière qui passe ici et que les dunes se jettent dans la rivière. Hein, donc le vent souffle grosso modo dans cette direction-là, en moyenne, et tout le sable finit au fond du lit de la rivière. Il est emporté vers l'océan par la rivière. Si on zoome, et que les crêtes sont un peu compliquées, ça fait presque des petites étoiles, hein, et les crêtes sont très éloignées les unes des autres. Il y a plusieurs kilomètres entre les crêtes. Alors, est-ce qu'on a ça sur Mars? Eh bien, pas tellement, on n'en voit pas beaucoup. On en voit quand même un petit peu des structures linéaires comme ça, qui sont à peu près symétriques, qui sont pentues des deux côtés. Mais la plupart du temps, ce qu'on voit de linéaire, c'est des traînées. Donc, on pourrait dire une autre sorte de dunes qui sont derrière un obstacle. Là, vous avez un petit plateau, le vent souffle du bas vers le haut de l'image ici, et donc ça étire le sable qui s'était accumulé derrière, là ça l'étire en une dune. C'est linéaire, effectivement, ça a un peu la même forme, mais c'est pas tout à fait la même chose que les grands champs qu'on a sur Terre. Donc ceux-là, on les voit pas trop sur Mars. Les dunes transverses, on les voit dans plein d'endroits sur Terre. J'ai mis celle de la vallée de la mort, mais pareil, vous en avez dans le Taklamakan en Chine, vous en avez dans le Sahara. C'est des dunes qui sont donc perpendiculaires au vent. Donc ici, le vent, alors c'est pas facile parce qu'il faut arriver à voir si c'est des creux ou il faut arriver à le voir dans le bon sens. Le vent est comme ça. Donc on a une pente douce côté vent. Donc là, le vent soufflerait de la gauche vers la droite. Le sable se déplace en avançant sur cette pente douce. Et puis quand on arrive en haut, le vent décroche et derrière, on est un peu abrité. Donc là, il n'y a plus de vent. Mais par contre, les grains, ils vont tomber. Là, on a une face qui est un petit peu plus raide, qui est vers 25-30 degrés. C'est l'angle d'un tas de sable. Et donc, quand les grains arrivent en haut, ils tombent. Ça fait des petites avalanches régulièrement. Et donc, la dune avance comme ça. Et donc, les crêtes ici nous donnent, puisqu'on arrive à voir l'asymétrie entre une pente douce et une pente un peu plus raide, les crêtes, la direction des crêtes nous donne la direction du vent qui est perpendiculaire. Alors, est-ce qu'on a ça sur Mars? Oui, on a ça sur Mars. Elles sont assez jolies, celles-ci, vous voyez. Elles sont séparées au milieu, là, c'est du terrain un peu plus rocheux. Et donc là, on a les faces, les pentes douces qui sont ici un peu plus foncées, les faces d'avalanche qui sont un peu plus claires. Donc le vent va aussi en bas à droite vers en haut à gauche. On a même des fois ces dunes qui sont dans des espèces de chenaux, un petit canyon ici. Le sable a été concentré dans ce petit canyon. Donc encore une fois, on a cette structure avec des crêtes toutes parallèles. Ça peut durer sur des dizaines de kilomètres, comme sur Terre. Donc on a des dunes qui ressemblent beaucoup aux dunes terrestres ici. Les barcanoïdes, alors celles-ci sont particulières. La couleur là, c'est parce que c'est rempli avec des petites mares d'eau. C'est dans le nord-est du Brésil. Je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom portugais. C'est un parc naturel, donc les dunes là elles sont un petit peu jaunes sur cette image, mais c'est du sable qui est assez blanc, et donc quand il pleut, ça fait des petites lagunes entre les arches comme ça. C'est assez souvent qu'on voit ça à partir du moment où manifestement il n'y a plus assez d'apport de sable pour maintenir des crêtes qui sont bien toutes parallèles les unes aux autres. Ici vous en avez en Namibie, où là elles sont encore à peu près droites, c'est des dunes transverses, et puis là on commence à creuser à plusieurs endroits, ça commence à se découper. Alors est-ce qu'on voit ça sur Mars? Oui, on voit ça sur Mars. Voilà, celles-ci, elles sont assez jolies, hein. Vous voyez qu'on avait une crête à peu près droite, et puis on est en train de la découper en petits croissants comme ça, elles sont toutes attachées les unes les autres.
Donc là, en très sombre, c'est le sable, et puis au milieu, là, c'est un terrain qui n'est pas érodable, c'est pas du sable qui se transporte, donc c'est rocailleux, on va dire. Il y a quelque chose d'autre sur cette image qui est un peu curieux, et ça, on le retrouve pas sur Terre, c'est des petites structures comme ça, là, ça, on n'a pas ça sur Terre. Une espèce de dôme avec une petite avancée comme ça, linéaire, une petite tige comme ça qui s'avance. Ça correspond pas il n'y a pas d'équivalent terrestre à ce genre de structure. Et puis finalement, c'est un peu la dune fétiche des physiciens, la Barkhane, les petites dunes en croissance, celle-ci elle est en Mauritanie je crois, elles peuvent être assez petites, hein, là ça doit faire 1 mètre de haut, donc c'est pas très grand, et on en voit plein d'autres, c'est un champ de Barkhane. Alors elles sont en croissant, le vent vient de la gauche ici, donc c'est finalement le même principe que la dune transverse. Le sable se déplace sur la pente ici, et puis quand il arrive là, il va descendre avec plein de petites avalanches successives, et donc la dune va avancer comme ça. Donc vu du dessus, on a cette forme caractéristique en croissant, avec une phase d'avalanche bien marquée, des cornes, et il y a du sable qui s'échappe par les cornes, mais ici, il n'y a rien qui s'échappe, puisqu'on est à l'abri du vent. Le sable est coincé, il tombe ici, et il ne repart plus de la dune. Alors, est-ce qu'on a ça sur Mars? Oui, on a même des très belles Barkhanes sur Mars. Celle-ci est vraiment jolie, avec toujours les rides à la surface, hein, qui indiquent aussi la vitesse du vent. Donc, le vent arrive comme ça. Il tourne autour de la dune, donc il emporte le sable vers les cornes. Hein. C'est pour ça qu'on retrouve cette forme de croissant. On peut faire des petits modèles de ça. C'est-à-dire que si on partait d'un très gros tas de sable en forme de cône, on finirait forcément par le mettre en forme de croissant. Alors on fait des simulations comme ça, on essaye de modéliser comment est le vent par-dessus cette forme. Donc le vent remonte, il accélère quand on monte le long de la pente, et puis derrière, là, il n'arrive pas à raccrocher, donc on a une petite bulle ici où il n'y a quasiment pas de vent, en fait. Et donc pourquoi ça fait un croissant? Parce que si je suis un grain de sable qui est ici, et que le vent essaye de me pousser dans une direction, c'est quand même plus facile de faire le tour en restant à plat que de monter en haut de la dune. Donc il y a le vent qui essaye de faire aller le grain de sable tout droit, mais la gravité essaye quand même de le faire monter le moins possible. Donc forcément, les grains de sable finissent par faire le tour, et on se retrouve avec une forme de croissant qui après demeure, c'est-à-dire qu'on a la dune qui continue à avancer en gardant cette forme de croissant. Les Barkhanes ont tendance à se déplacer en troupeaux, voire en très grands troupeaux. Donc on a des champs de Barkhanes, on les devinait un petit peu sur l'image précédente. Ici, alors les croissants sont peut-être un peu moins visibles. Là, on est à la limite d'avoir des dunes en dôme, on les verra après. Mais il y a quand même on voit les cornes et les phases d'avalanche un peu plus sombres ici. Et donc là, vous pouvez en avoir comme ça des dizaines, des centaines sur des très grandes distances. On verra après, mais puisqu'elles font toutes à peu près la même taille, elles vont toutes à la même vitesse, grosso modo, et donc ça se déplace comme ça. Et ça peut durer très longtemps. On a des témoignages historiques sur Terre où on sait que tel ou tel champ de dune est là depuis plusieurs centaines d'années. Voilà sur Terre, un champ de dune à l'Ayoun, donc au Sahara occidental au Maroc. Il y a une route ici là, pour vous donner une échelle, donc elles font de l'ordre de la dizaine de mètres ou un petit peu plus en taille, et vous en avez plein comme ça. Alors j'ai fait un zoom pour qu'on les voit bien, mais si vous dézoomez, vous en voyez sur des distances considérables. Et là pareil, on voit qu'elles font à peu près toute la même taille. Elles interagissent entre elles, j'aurais pas le temps de parler de tout ça, mais voilà, elles peuvent se rentrer dedans. Les plus petites vont plus vite, donc elles peuvent entrer en collision avec les plus grandes, et là c'est à ces moments-là qu'il se passe que ça se déforme un peu et qu'on perd la jolie forme de croissant. On a même des fois des Barkhanes qui peuvent naître à un endroit. Alors on peut les former éventuellement en déformant des dunes transverses qui deviennent des barkhanoïdes qui deviennent finalement des Barkhanes, mais on peut aussi avoir comme des robinets à Barkhanes. Il faut qu'il y ait une source de sable à un endroit qui s'accumule, et puis les Barkhanes se forment et elles avancent toutes les unes derrière les autres. Ça c'est au Pérou. Donc un petit peu sur le versant occidental des Andes, où on a ces petits amoncellements. Vous voyez, on voit très bien en blanc là les phases d'avalanche, parce que l'orientation de la lumière est telle qu'on voit bien les phases d'avalanche. Donc elles avancent toutes là de la droite vers la gauche,
On ne voit pas forcément la source, elle doit être ici. Là on voit le début de la source. Donc il y a un endroit où on accumule du sable, le sable avance, et puis au bout d'un moment, il prend la forme de croissant. Et ça aussi, on le voit sur Mars. Hop, c'était la dune un peu linéaire que je vous montrais tout à l'heure. Mais la dune linéaire, au bout d'un moment, elle va avoir des petits morceaux qui se détachent, et chaque petit morceau va donner une barcane, et elles avancent les unes à la suite des autres à la queue leu-leu. Si on les regarde de très près, vous voyez qu'elles n'ont pas tout à fait la même forme, celles-ci, que les dunes, que les barcanes terrestres. La forme de la phase d'avalanche est un peu plus circulaire, mais on a comme c'est comme si on avait un petit robinet là, qui pond des barcanes les unes après les autres. Donc on retrouve vraiment des structures qui sont très similaires à celles qu'on a sur Terre. Il y a des structures qui ne rentraient pas dans mon diagramme, qui sont un peu plus compliquées. Alors dans le Sahara tunisien, on peut voir des dunes qui sont probablement aussi des dunes transverses qui se sont un peu déstabilisées. Ça finit par faire des dunes en écailles ou des dunes hexagonales. On a comme des petits polygones comme ça. Là, ça fait un hexagone, vous voyez. Est-ce qu'on a ça sur Mars? Oui, on a des choses qui ressemblent un petit peu sur Mars. Elles sont jolies parce que c'est en fausse couleur, hein, évidemment. Donc là, il n'y a rien entre... Ici, on a du sable partout. Mais là, dans le cas martien, au milieu, on n'a pas du sable, mais on a des sortes d'écailles, là, et ça va faire en gros des petits polygones, un peu plus compliqué comme structure, mais ça ressemble quand même entre les deux planètes. Et d'une étoile, alors elles sont très belles à la surface de la Terre, vous en avez ça doit être dans le... Oui, je n'ai pas noté, mais c'est dans le sud de l'Algérie. De près, ça donne ça, hein, c'est vraiment une montagne de sable avec quasiment que des phases d'avalanche, c'est très raide partout. Ça peut faire plus de 100 mètres de haut, donc c'est vraiment des volumes de sable énormes. Donc celle-ci ne se déplace pas, les bras peuvent bouger un petit peu, mais la masse reste là. Vu du dessus, voilà ce que ça donne quand il y a 4 bras, mais vous pouvez trouver des photos avec plus de bras. Voilà, ça fait une petite étoile comme ça. Et après, si on dézoome encore, et on a sur des centaines de kilomètres à nouveau de tous les côtés, hein, vous voyez, c'est très périodique, ça fait comme un petit cristal comme ça. Vous en avez en gros une tous les 1 ou 2 kilomètres, et puis ça se répète sur des distances très grandes. Sur Mars, il n'y a pas vraiment de structure équivalente parce qu'il faudrait un endroit où il y a vraiment une très grosse quantité de sable et où en plus le vent est très particulier, et beaucoup de directions différentes. Le plus proche que les gens aient un peu assimilé à des dunes étoiles, mais déjà, c'est pas la bonne taille et en plus, c'est pas exactement la bonne forme. C'est ce genre de structure qu'on a. Alors ça, c'est le cratère Victoria, un joli petit cratère parce qu'il est très, très dentelé. Et si on zoome, vous voyez que sur cette structure, on a effectivement des crêtes qui sont un peu dans toutes les directions. Donc on peut se dire, le régime de vent doit être aussi compliqué. Mais par contre, c'est pas du tout les bonnes tailles. Là, on a des distances qui sont de l'ordre de 10 mètres, 20 mètres. Donc c'est pas les mêmes échelles. Et puis en plus, c'est continu. On n'a pas vraiment une étoile qui est un massif indépendant des autres. Par contre, il y a des choses sur Mars qu'on ne voit pas sur Terre. Ça, par exemple, alors ce que je vous ai montré tout à l'heure avait cette espèce de petite dune linéaire accrochée, mais ça ressemble à des dunes, on appelle ça des dunes en dôme. On dirait presque que, il y a un dôme assez plat ici, et là, il y a probablement une petite phase d'avalanche sur le côté, mais ça n'a pas pris la forme d'une barcane. Et ça, sur Terre, on n'en voit pas. Les dômes sur Terre, si on pose un tas de sable et qu'on l'expose au vent, il va finir, soit il est assez gros pour donner une barcane, soit il est trop petit et il va juste s'envoler, et on n'aura plus rien. Apparemment, sur Mars, on peut avoir un état intermédiaire. Et puis, il y a un autre phénomène qu'on voit sur Mars et qui est assez intriguant pour les gens qui essayent de comprendre ces phénomènes, c'est qu'on a plusieurs... sur Terre, on a toujours la dune, et puis à la surface de la dune, on voit les petites rides. Et les rides de sable font 5-10 cm. Et on n'a pas vraiment de structure entre les deux. Alors que sur Mars, ça c'est une grosse dune. Là, on voit les rides éoliennes qui sont ici. Sauf qu'on a en plus une structure qui est à une échelle intermédiaire, avec des longueurs qui sont de l'ordre du mètre. Donc ça fait à peu près 1 mètre, qui sont elles-mêmes striées dans l'autre direction. Donc là, on se demande comment c'est faisable avec les directions de vent. Donc là, on appelle ça des mégarides. C'est peut-être des sortes de petites dunes longitudinales avec le vent qui irait dans cette direction-là. Mais ça, cette échelle-là intermédiaire, on ne l'a pas vraiment sur Terre. Il y a quelques endroits où on peut voir des choses comme ça. C'est très particulier aux structures martiennes.
voilà, on a fait le tour un peu de toutes les structures possibles qu'on trouve sur Mars. Alors je vous mets une citation de Bagnol, parce que je trouve que ça correspond bien à ce qu'on a vu. Bagnol, alors évidemment, il y avait déjà eu des travaux de géographie sur les dunes du désert, mais Bagnol essaye d'avoir un regard de physicien sur ça. Et donc il dit que quand on regarde les dunes du désert, au lieu de trouver que du désordre et du chaos, vu que la météo est a priori compliquée, on ne peut être que frappé par une simplicité de forme, une exactitude dans la répétition, un ordre géométrique qui n'ont d'équivalent dans la nature que dans les structures cristallines. Et effectivement, là, quand on regarde, quand on dézoome, on pourra faire ça à la fin si vous voulez regarder sur Google Earth, mais quand on dézoome des dunes étoiles et qu'on en voit comme ça à l'infini, toutes très régulièrement positionnées, on a l'impression que c'est une sorte de cristal. Et ensuite, il nous dit que les amoncellements de sable qui pèsent des millions de tonnes se déplacent inexorablement en formation régulière. Les barcanes, elles avancent toutes à la même vitesse, en conservant leur forme et même en se multipliant d'une façon qui est par son étrange imitation de la vie. Et il y a effectivement des modèles où derrière les cornes d'une grosse barcane, on fabrique des petites barcanes, un petit peu comme s'il y avait une génération comme ça, qui est par son étrange imitation de la vie un peu troublante pour un esprit imaginatif. Voilà, c'était les réflexions de Bagnol sur la physique étonnante de ces objets. Alors ça a d'autres intérêts que juste regarder les belles photos et trouver que c'est régulier et géométrique. Les dunes martiennes, c'est des objets qui sont très actifs. Il y a beaucoup d'endroits sur Mars où géologiquement il ne se passe plus grand-chose, mais les dunes de sable, on a l'impression qu'elles sont très actives. Notamment, on l'a vu déjà sur pas mal de photos, les photos du grand erg du pôle Nord. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait plein de petits points noirs dessus, comme si c'était des buissons. Évidemment, ce n'est pas des buissons. Et des fois, c'est des taches comme ça qu'on retrouve ici sur ces barcanoïdes, on va dire. Vous voyez, il y a des taches noires, et puis on a l'impression que ça dégouline un petit peu. Et alors, sur celle-là, c'est encore plus, on dirait presque un tableau semi-abstrait. Alors, il faut essayer de trouver les bonnes orientations. Ce n'est pas des haies de peupliers qu'on voit ici. Hein. Donc là, c'est la crête de la dune, ici aussi. Et donc, ce qu'on voit là, c'est des coulées très noires donc, qui vont vers le bas. Donc, il se passe des choses sur ces dunes. Et ces coulées, on ne les voit pas tout le temps. Alors, comment ça se fait qu'on voit des coulées noires? Parce qu'a priori, le sable qui coule, il est de la même couleur que le sable qui est dans le reste de la dune. Alors, toutes les dunes que je vous ai, la plupart des images aerize que je vous ai montrées, et celles-là aussi, en fait, elles sont en fausse couleur. C'est pas rouge, vert, bleu, c'est infrarouge, rouge et bleu. Et ensuite, on a étiré un petit peu pour contraster, pour que ça soit joli. En fait, les dunes, on avait vu avec l'image de Curiosity, d'Opportunity, sur place, elles sont un peu marron foncé, quoi. Simplement, elles sont plus foncées et moins rouges que le terrain rocailleux autour. C'est pour ça qu'on les isole avec cette couleur bleue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est ce qu'on appelle il n'y en a pas que sur les dunes, mais il y en a beaucoup sur les dunes, et puis après, on voit plus de coulées sur les dunes. C'est ce que les gens avaient appelé des spiders, parce que si on en regarde certaines, je ne sais pas si on les voit là, non, là, on ne les voit pas tellement, ils ont trop été déformés, mais si on zoome un petit peu, des fois, on voit comme une espèce des traces comme ça, sur les côtés, comme une petite araignée. On voit ces structures seulement au printemps martien, quand le soleil commence à revenir. Pendant l'hiver, les dunes, elles sont souvent près des pôles, hein, on a vu qu'elles étaient souvent près des calottes polaires. Les dunes vont être recouvertes par une couche de givre, de givre carbonique, c'est du CO2 qui va solidifier. Et donc on peut avoir une couche de l'ordre du mètre d'épaisseur. Pendant tout l'hiver, ça reste comme ça. Et puis au moment où le soleil revient, on va sublimer ce dioxyde de carbone qui a été solide, mais on va le sublimer en premier à la base de la couche, parce que c'est sombre en dessous. Donc c'est là que ça chauffe le plus. Et donc on sublime. Donc il y a du gaz carbonique qui est mélangé avec tout le sable ou les poussières qui sont dessous. Et puis au bout d'un moment, la pression augmente et donc on finit par, ou alors il y a déjà des petites fissures dans la couche de givre, on finit par fracturer la couche de givre et ça fait une sorte de, voilà, c'est la représentation d'artiste, c'est comme une espèce de geyser de gaz noir qui sort et qui retombe et donc ça fait une tache noire avec des petites rayures, ça fait comme des araignées. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment où... si ça se produit sur une dune, eh ben, comme c'est sur une pente, ça finit par couler. Donc, en fait, c'est
si c'est contrasté ici, c'est parce que le reste est encore givré. Donc le reste est plus clair, et donc les coulées noires qu'on voit, elles vont s'effacer une fois qu'on prendra la même photo. Quand tout aura dégivré, ben, on ne fera plus la différence entre le sable qui vient de couler et le sable qui était déjà là en dessous. Mais donc ça veut dire que il se passe des choses sur ces dunes. Il y a une activité géologique, même minime, c'est-à-dire c'est pas des énormes quantités de sable qui coulent, mais il se passe quelque chose. Et puis c'est aussi sur les grandes dunes martiennes qu'on voit les fameux gullies. Donc là, vous avez la crête d'une grande dune et on a ces grandes coulées ici. Quand on zoome, on voit qu'elles sont par-dessus un terrain avec des petites rides éoliennes, hein, et ça fait on les voit varier, c'est-à-dire là aussi, on voit qu'il y en a qui se sont créés d'une image à l'autre. On voit que soit une coulée est plus longue, soit il y en a une nouvelle. Et alors, ça a été longtemps débattu, c'est toujours débattu, l'origine de ces gullies. Il y a beaucoup de gens qui voulaient que ça soit de l'eau qui coule. Donc, si on avait de l'eau liquide, ça serait bien. Ça a quand même pas vraiment la morphologie de toutes les coulées avec de l'eau qu'on verrait sur Terre. On peut trouver des analogues avec des petites coulées qui sont purement granulaires, complètement sèches. Il y a des chances qu'il y ait quand même quelque chose de plus que ça. Peut-être que l'hypothèse qui sort le plus en ce moment, c'est plutôt d'avoir un phénomène avec le givre et la glace carbonique, avec soit des blocs de glace carbonique qui descendent et puis qui se subliment au fur et à mesure, et donc il n'y a pas de dépôt à la fin puisque tout s'est évaporé, ou bien une sorte de givre qui serait à l'intérieur comme un permafrost, un petit peu avec des coulées comme ça de ce matériau un petit peu givré qui se sublimerait. Mais vraisemblablement, fait pas de l'eau liquide. Voilà, c'est des environnements qui sont intéressants pour les planétologues parce que c'est là qu'on voit des activités, des mouvements de grains, des coulées, des déplacements, etc. Alors, on va essayer je ne sais pas où j'en suis du temps, on va essayer de regarder un tout petit peu ce qu'on peut dire de plus quantitatif. Est-ce qu'on peut mesurer des choses et expliquer des choses à partir de ces images? Alors, il faut qu'on arrive à décrire un peu d'où vient le fait qu'on voit des dunes et comment ça marche, le sable qui est emporté par le vent. Alors ça, c'est des descriptions qu'on doit à Bagnold, hein, c'est le premier qui a fait ça. Je vais peut-être le remettre du coup pour qu'on voit le film. Ce qui va fabriquer les dunes, c'est des grains de sable dont on dit qu'ils sont en saltation. Ça veut dire que ici, c'est les grains qui volent suffisamment haut. Alors on va en prendre un. Il faut en prendre un qui monte. Je ne sais pas si on en voit, voilà, celui-là, là, hop. Il faut qu'il monte suffisamment haut pour sentir un petit peu la vitesse du vent. Et donc en montant, ils vont être accélérés, ils vont avancer très vite et ils vont mettre plus longtemps à retomber. Quand ils vont retomber, donc ils vont avoir des trajectoires comme ça, là, ils vont faire des sauts. Ils montent à la verticale, ils avancent presque à l'horizontale. Évidemment, ils finissent par retomber et quand ils retombent, ils vont taper dans les autres grains. Et donc éventuellement, ils vont réussir à en arracher un autre. Donc, ça, c'est le processus qu'on appelle la saltation. Il y a d'autres grains, il y a ceux qui s'envolent complètement, qui sont des grains très fins et qui, eux, partent en suspension, ils vont rien faire du point de vue des dunes, ça va faire un vent de sable si on veut, mais ça ne fera pas des dunes. Et puis il y a les grains qui bougent presque pas, ils sont ici, là, qui eux vont être responsables de la formation des petites rides, mais pas de la formation des grandes dunes. Ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui s'envolent et qui vont venir taper un peu plus loin. Ça fait une petite couche de quelques centimètres. C'est vraiment ce qui est au bord. Donc si vous regardez un jour de grand vent sur la plage, vous voyez ce processus-là. Il y a une petite couche sur laquelle on voit qu'il y a plein de grains qui se déplacent. Alors si on veut décrire ce transport en saltation, on va essayer de décrire trois choses. Ça va nous donner des informations sur trois aspects des dunes. Le vent est assez fort pour arriver à faire bouger les grains de sable. Alors on fait pour ceux qui l'ont déjà fait, on fait un petit bilan de force. On dit, je prends un grain de sable, il pèse vers le bas, mais il y a du vent qui souffle, le vent tend à l'entraîner vers l'avant, il a peut-être un petit peu de portance, ça tend à le soulever un petit peu, et puis le grain il frotte quand même sur tous les grains qui sont en dessous, et ça a tendance à le ralentir. Alors on fait un petit bilan comme ça, et on essaye de voir est-ce que le vent est assez fort. Si je connais la taille des grains, est-ce que je peux dire quelle vitesse de vent suffit à le faire envoler? Alors la formule s'écrit comme ça, la vitesse minimale de vent qu'il faut pour faire envoler le grain, elle est proportionnelle à la racine d'un machin où il y a la densité des grains de sable et la densité de l'air,
la gravité et la taille des grains. Si on fait ça sur Terre, donc la gravité terrestre, les grains de sable sur Terre, c'est du quartz en général, ou des densités similaires, donc 2500, densité de 2500 kg par mètre cube, donc densité de 2,5. On prend un grain de 200 microns, c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans les dunes de sable. La vitesse minimale de vent à 2 mètres, c'est de l'ordre de 25 km/h. Donc finalement, c'est pas besoin d'une tempête pour commencer à faire déplacer les grains. Donc à partir du moment où on est déplacé, donc on va pouvoir faire avancer notre dune. Si on fait le même calcul sur Mars, les grains sont un peu plus lourds, c'est du basalte. L'origine des grains de sable, c'est souvent du basalte. Mais l'air est très très peu dense sur Mars. La pression sur Mars est vraiment très très faible, 600 pascal la pression à la surface de Mars. Donc l'air est 50 fois moins dense que sur Terre. Alors la gravité est plus faible, ça nous aide un peu. Les grains sont plus lourds, l'air est moins dense, donc ça c'est pas favorable. Mais par contre la gravité est quand même un petit peu plus faible. Mais le bilan, c'est que si on fait le même calcul, il faudrait dépasser les 125 km/h de vent sur Mars pour faire bouger les mêmes grains de sable. L'air est tellement peu dense qu'il n'arrive pas à entraîner les grains de sable. Bon, la première conclusion, c'est que peut-être que les dunes de sable sur Mars n'avancent pas très souvent. Peut-être qu'il faut arriver à dépasser ce seuil qu'on ne le dépasse pas très souvent. Alors, il y a quand même d'autres petits ajustements. En fait, ça, c'est quand on calcule ça, on dit quelle est la vitesse qu'il faut pour que le vent arrive à faire bouger un grain de sable. Mais il y a un moyen plus facile de faire bouger un grain de sable. C'est de venir lui taper dessus avec un autre grain qui arrive très vite. Ce qu'on voyait ici. Là. Ceux qui arrivent là, ils peuvent en éjecter un autre. Et donc, en fait, une fois qu'on a mis qu'on a mis du sable en mouvement, c'est plus facile de le garder en mouvement que de le mettre en mouvement au départ. Donc, en fait, vous pouvez avoir juste une grosse rafale très rapide. Là, ça démarre le processus. Et ensuite, même si le vent retombe un peu ou que la vitesse moyenne est plus basse, ça continue à avancer. Donc, en fait, il y a deux seuils. Ça, c'est la vitesse minimale pour vraiment démarrer les choses. Mais après, même si ça descend, on peut continuer à avoir du transport. Et il se trouve que, je ne rentre pas dans les détails, mais il se trouve que la différence entre ces deux seuils est beaucoup plus grande sur Mars, c'est les deux courbes rouges là, que sur Terre. Sur Terre, c'est presque la même valeur, mais sur Mars, ça dépend, le vent peut descendre beaucoup, et pourtant, on va continuer à faire bouger les grains de sable. Parce que c'est vrai que pendant un moment, quand on n'avait pas cette hypothèse, on se disait, c'est pas possible, si je regarde les modèles de climat martien, parce que les dunes, c'est un bon moyen de tester les modèles de climat, on avait l'impression qu'on ne dépassait jamais les vitesses seuil, donc les dunes ne devraient pas avancer. Alors une hypothèse, ça aurait été que peut-être toutes les dunes de Mars sont toutes mortes et qu'elles n'avancent plus du tout, et peut-être que c'est des fossiles d'une période où le climat était différent. C'est une hypothèse possible. Mais quand même, on voit des coulées, on voit des choses qui se passent, donc on a l'impression qu'il y a des grains qui bougent. Et puis il y a maintenant des gens, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des gens qui font des manips en soufflerie, mais dans les conditions martiennes. Au début, c'était délicat même il y a beaucoup de souffleries où les gens n'aiment pas qu'on mette des grains de sable, parce que c'est quand même pas très... En général, c'est pas recommandé. Mais maintenant, on fait même des souffleries qui sont en conditions martiennes, donc avec une atmosphère qui est à la même température, à la même pression que sur Mars. Et puis, on a trouvé qu'à très faible pression, alors la pression martienne, c'est 600 pascal, donc c'est ici. En fait, quand il y a des dépressions, on peut descendre plus bas. Et les valeurs de seuil de mise en mouvement des grains ne suivent pas du tout la théorie qu'on avait ici, mais descendent complètement. Donc, on rabaisse les seuils. Donc on peut expliquer que, effectivement, il y a du transport de sable sur Mars et on n'est pas obligé d'arriver forcément tout le temps à 125 km/h pour que ça marche. Deuxième question, une fois que le sable avance avec le vent, combien est-ce qu'on peut en déplacer? Et si on peut savoir combien on en déplace, on peut savoir à quelle vitesse la dune va avancer. Alors c'est pareil, il y a une grosse formule, c'est Bagnold encore, c'est toujours Bagnold de toute façon, où le flux de grains qui traverse va être proportionnel à la racine de toujours notre truc avec les densités, fois la gravité, fois le diamètre des grains au cube. Je vous passe les détails. Si on fait un jour de vent soutenu, mais pas 15 fois le seuil non plus sur Terre, disons qu'on est à 30-40 km/h, avec des grains qui font toujours dans les 200 ou 300 microns, on va avoir un flux. Imaginons qu'il y a une route qui passe à travers un champ de dunes, il y en a plein, dans le sud du Maroc, en Mauritanie, il y a des routes, des voies ferrées qui passent au milieu d'un champ de dunes. Sur 1 km de route, combien il y a de sable qui va arriver sur la route en un jour?
donc qui va passer, voilà, qui va arriver sur la route. Et ben on arrive à 1000 mètres cubes par kilomètre et par jour. Et pour le moment, la plupart du temps, la seule solution à ça, c'est de prendre des pelleteuses et de venir déblayer à la main, pelleteuse, les 1000 mètres cubes sur chaque kilomètre de route. Donc ça fait des grosses quantités, mais on a vu que les dunes sont assez grosses. Donc est-ce qu'on peut arriver à partir de ça à regarder la vitesse d'avancée des dunes? On va prendre un exemple sur encore une autre planète, sur Tatooine. Il y a des très belles dunes de sable sur Tatooine. Ça a été filmé, les images là du film. Alors ça doit être les premiers. Après, c'est le décor que je vais vous montrer, c'est celui du film de 96-97 par là, qui a été tourné dans le sud-ouest de la Tunisie, à côté de Tozeur, et on peut aller visiter ce qui reste des décors. Et ils avaient mis les décors évidemment dans un coin un peu rocailleux, pas trop près des dunes. Mais 10 ans se sont écoulés. On peut regarder avec l'outil chronologie sur Google Maps, sur Google Earth. Donc ça, c'est le décor, avec toutes les petites maisons là. Et il y a une grosse barcane juste à côté. Donc là, on est en juillet 2004, là, on est en janvier 2008, là, on est en septembre 2009. Vous voyez que tous les ans, la dune avance, elle va bientôt, elle est peut-être déjà passer par-dessus les décors. Il y avait un décor annexe qui a eu le temps d'être traversé par une dune. La dune l'a recouvert et puis après, elle est repartie. Donc c'est un exemple où on peut, sur Terre, c'est assez facile de mesurer la vitesse des dunes barcanes comme ça. C'est celles qui vont les plus vite. Et leur vitesse est proportionnelle au flux de sable. Évidemment, plus le vent déplace de sable, plus la dune va avancer vite. Et elle est inversement proportionnelle à sa hauteur ou à sa largeur. Donc une dune qui est 2 fois plus haute, elle est 2 fois moins vite. Ça fait une courbe comme ça. Et ça peut aller très vite, une barcane. Une barcane de 5 mètres de haut, ça va à 15 mètres par an. Mais une barcane de 2 mètres de haut, ça peut aller à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres par an. Donc ça peut avancer extrêmement rapidement, et c'est pour ça que c'est compliqué après de gérer quand il y a des infrastructures qui sont au milieu d'un champ de barcane, et que ça avance tellement vite qu'il faut sans arrêt revenir déblayer. Ça, c'est le point qui correspond à la dune de Tatooine ici. Donc c'est des dunes très mobiles. Les dunes étoiles, elles ne bougent pas trop, on peut construire un truc à côté, ça ne va pas être recouvert. Les dunes transverses, il y a du sable partout, y compris entre les dunes, donc on ne construit rien, puisque de toute façon, il n'y a aucun support solide. Par contre, les barcanes, c'est ennuyeux, parce que là, c'est du rocher, c'est solide, mais périodiquement, on va être recouvert par les barcanes qui arrivent. Alors, est-ce qu'on peut regarder ça sur Mars? Regarder ça sur Mars, mais c'est moins spectaculaire qu'en Tunisie. Là, c'est la dune qui était juste à côté de la trajectoire de Curiosity, d'une Namib, elle s'appelle. Et on a regardé la position du bord ici par rapport à ici, et la position du bord ici de la phase d'avalanche par rapport à là. Donc là, le petit trait rouge, il a été recouvert. Alors qu'on voit une avancée, ça fait pas longtemps qu'on les voit, parce que pendant longtemps, on n'avait jamais 2 images de la même dune prises avec à deux temps suffisamment espacés. On n'avait pas des orbiteurs ou des rovers qui étaient là depuis assez longtemps. Maintenant, on en voit qui bougent. Ça bouge de 50 cm par an, donc c'est quand même très très lent. Par rapport aux plusieurs dizaines de mètres sur Terre, ça bouge très lentement. Donc probablement qu'elle bouge vraiment pas souvent. Il faut qu'il y ait une grosse tempête avec un gros coup de vent pour arriver à les faire bouger, mais elles bougent très peu. Maintenant, elles sont actives, on le voit encore une fois là avec les coulées. Ici, une image une année, ça c'est le printemps d'après, donc quand on a le givre, on voit les coulées noires, et voilà ce que ça donne après. Vous voyez que la forme de la crête ici là est plus la même. On a changé, on a eu un petit éboulement là. Donc le sable arrive en haut et puis il s'écoule sur la phase d'avalanche. Donc on a des avancées comme ça, mais c'est très très long. Elles ne bougent pas souvent. Mais elles sont quand même vivantes, actives. Et puis troisièmement, est-ce qu'il y a assez de vent pour faire bouger le sable? Combien on en fait bouger? Troisièmement, est-ce qu'on peut trouver la taille des dunes? Évidemment, si au départ on lance le vent, le petit grain de sable, il va faire un petit saut, puis il va rebondir un peu plus haut, il va faire un deuxième saut un peu plus grand, encore un peu plus grand, encore un peu plus grand, puis au bout d'un moment, il va atteindre son régime de croisière. Mais donc, il faut un certain nombre de sauts pour atteindre ce régime de croisière, donc il faut une certaine longueur. Et en fait, cette inertie-là, le temps qu'il faut pour accélérer un grain, pour le mettre en gros à la même vitesse que le vent,
va déterminer la plus petite taille qu'on peut faire pour les dunes. Parce que si la dune est plus petite que cette distance-là, les grains de sable, ils n'ont pas le temps de se mettre en régime de croisière, donc ils sont déjà en train de retomber derrière, et donc on ne va rien faire. Et donc la taille la plus petite qu'on peut faire pour une dune, ça va être proportionnel à la densité des grains sur la densité de l'air fois la taille des grains. Et donc si on regarde, entre la Terre et Mars, les grains font à peu près la même densité, les grains font à peu près la même taille, mais par contre on a dit l'air sur l'atmosphère martienne, on peut appeler ça de l'air, est 50 fois moins dense que l'air terrestre. Donc les dunes sur Mars devraient être 50 fois plus grandes que sur Terre. En tout cas, les plus petites dunes martiennes devraient être 50 fois plus grandes que les plus petites dunes terrestres. Et ça marche. Là, c'est les dunes terrestres. Ça, c'est les dunes martiennes. Elles sont beaucoup plus grosses. Sur Terre, on a des petites barcanes. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas faire des barcanes pendant longtemps. Les gens, ils auraient bien aimé les faire en soufflerie. Donc, ils mettaient un tas de sable, puis ils lançaient la soufflerie, et le tas de sable finissait au fond de la soufflerie. On n'arrivait pas à faire le croissant. Mais parce que le croissant, il est trop petit. Enfin, le tas qu'on met dans la soufflerie, il est trop petit pour que les grains aient le temps de faire leur transport normal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais me dire, qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas de l'air, mais que je mets de l'eau? L'eau, c'est 1000 fois plus dense que l'air. Donc, la longueur d'une dune sous l'eau devrait être 1000 fois plus petite que dans l'air. Donc, ça, vous voyez à la plage, une petite ride de sable, on voit à la plage, c'est exactement l'équivalent des grosses dunes transverses, sauf que ça fait pas, ça fait 5 cm au lieu de faire 50 mètres. Et donc on peut faire des petites barcanes sous l'eau. C'est des petites barcanes, on met dans un chenal hydraulique, on fait des mini barcanes, et donc si on veut étudier les grosses barcanes, mais en allant un peu plus vite, en changeant plein de paramètres, etc., quand on est au labo, on va faire des mini barcanes comme ça et regarder comment elles se comportent. J'ai terminé avec la partie un peu plus physique, on va dire. On va finir avec des dunes ailleurs que sur Terre et ailleurs que sur Mars. Il y a des dunes encore à d'autres endroits. On les connaît beaucoup moins bien parce que c'est quand même sur Mars qu'on a fait le plus d'images. Il y a probablement pas beaucoup d'endroits, mais il y a quelques endroits où on se dit que ça doit être des dunes sur Vénus. Les images de Vénus, c'est pas facile de passer à travers l'atmosphère de Vénus. On a des images radar qui datent un petit peu maintenant, où les pixels sont assez gros. La résolution, c'est 100 mètres. Mais on voit quand même là, je ne sais pas si vous le voyez depuis votre place, on voit des sortes de petites crêtes ici, là. Si on se dit que les traînées blanches donnent un peu la vitesse du vent, on se dit que c'est des dunes transverses. Si le vent est comme ça, les dunes sont comme ça. Voilà, on n'a pas d'image meilleure que ça des dunes sur Vénus. On peut quand même faire les mêmes petits calculs que je vous ai montrés pour essayer de prédire ce que devraient être les dunes et comment elles devraient se comporter sur Vénus, mais pour le moment, on n'a pas de projet d'aller forcément les regarder de plus près. On a vu des dunes à des endroits où vraiment on ne les attendait pas. On a vu des dunes sur la comète Chury, quand on a envoyé la sonde Rosetta à côté de Chury. Sur le col, là, entre les deux moitiés de la comète, il y a des petites structures comme ça, qui sont des sortes, alors c'est pas des grosses dunes, c'est plutôt des rides, mais c'est étonnant parce qu'on n'imaginait pas qu'il y ait des vents à l'horizontale sur un si petit objet. Et donc, il y a des gens qui ont fait un petit modèle pour comprendre pourquoi, entre le côté ensoleillé et le côté à l'ombre, on arrivait quand même à créer un petit vent thermique qui surpasse le dégazage permanent. Et donc, on a ces petites rides qui se font dans le bon sens, au bon endroit, et qu'on a réussi à expliquer. Et finalement, les champs de dunes qui sont les plus excitants pour les planétologues à l'heure actuelle, à part les champs martiens, c'est les champs de dunes sur Titan. Titan, on a des images qui, pour le moment, ne sont pas très bien résolues non plus. L'échelle, là, c'est 50 km. Mais la sonde Cassini, quand elle avait pris des images de Titan, elle a montré vraiment des structures qui, là, ne laissent pas beaucoup de doute. On est quasiment certain que c'est effectivement des dunes. Les voilà encore en plus gros plan. On imagine que c'est des dunes linéaires cette fois-ci, parce que vous voyez qu'on voit qu'elles font le tour comme ça des obstacles. Donc elles sont probablement dans la direction moyenne du vent. Et avec le radar, on a pu regarder le profil de ces dunes. Elles sont très très hautes et très grandes. L'espace entre deux crêtes est de l'ordre du kilomètre. La hauteur, c'est de l'ordre de 100 mètres.
Donc c'est vraiment des très grosses structures, ça ressemble aux dunes linéaires les plus grosses sur Terre ou aux dunes étoiles de cet ordre-là. Et donc on aimerait bien aller les regarder de plus près, et il se trouve qu'on va aller les regarder de plus près. Le petit hélicoptère Ingenuity qui est en ce moment sur Mars, c'est en fait un test d'un plus gros hélicoptère qu'on veut envoyer sur Titan, c'est la mission Dragonfly. Elle est censée partir en 2027, je ne sais pas s'ils tiendront le calendrier, mais elle devrait arriver normalement en 2034. Et donc, ben voilà, on a des vues d'artistes qui sont pas mal, puisqu'on a ce petit hélicoptère à 8 pales, je crois, qui va aller se promener au milieu de ces grandes dunes géantes. On ne sait même pas de quoi elles sont faites, en fait, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut être le sable ou l'équivalent de sable sur Titan. C'est plein de méthane. Titan, il y a des rivières de méthane, il y a de la pluie de méthane, il y a des lacs de méthane. Donc peut-être que c'est des grains de sable un peu bizarres avec des mélanges de poussière et de matière organique, on ne sait pas trop. Mais voilà, la prochaine étape, en tout cas dans une grosse dizaine d'années, on espère avoir des vues rapprochées de tous les processus éoliens sur Titan. A priori, en tout cas les essais là, avec le Ingenuity sur Mars, il a bien marché, donc on espère qu'on arrivera à faire marcher celui-ci. C'est beaucoup plus loin, Titan. L'atmosphère est très dense, mais la gravité est très faible, donc finalement on s'en sort pas mal. Et ça sera les prochaines, espérons, les prochaines images de dunes spectaculaires. Je m'arrête là, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez des questions, j'essayerai d'y répondre.